Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, un moment un peu schizophrène sur la chaîne, vous allez très vite comprendre pourquoi, en revenant sur les 30 ans en sortie américaine du fameux Ace Ventura en Afrique, ou en version originale, Ace Ventura When Nature Calls, sorti donc en 1995, suite du premier volet dont j'ai parlé il y a quelques mois maintenant, et non plus réalisé par Tom Shadyac, qui a quitté le projet. À la base, il devait faire cette suite, mais il a été remplacé par Steve Oedekerk, également scénariste, plus connu pour ses scénarios par la suite. Par exemple, il écrira Le Professeur Folding ou encore Bruce Tout-Puissant. Bon. Ou Dr. Patch. Des films qui sentent bon les années 90 ou début 2000. Et au casting, bien sûr, dans le rôle principal, rempile à l'époque Jim Carrey au top de sa forme et aussi de son succès. Et d'ailleurs, il sera assez salué pour cette prestation. À ses côtés, nous avons Ian McNeice, Simon Callow ou encore Bob Gunton. Voilà, des personnalités qu'on a pu voir dans d'autres films. Tiens, Simon Callow, par exemple, l'année d'avant, dans 4 mariages et un enterrement, tandis que Bob Gunton, c'est un petit peu le méchant qu'on aimait détester dans pas mal de films de l'époque, notamment Les Évadés. Citons aussi la présence de Maynard Eziachi, Sophie Okonedo ou encore Adewale Akinnuye Abiaje, désolé de la prononciation, ce dernier ayant joué Monsieur Echo dans la série Lost. Et ce n'est que maintenant que je m'en rends compte, figurez-vous, incroyable mais vrai. Aussi, nous avons l'Australien Bruce Spence, qui a quand même pas mal tourné chez George Miller par exemple, et qui joue ici un chasseur australien pour un film qui se passe en Afrique. Mais pas que. Tout d'abord, quand même, on commence par une introduction quelque part en Himalaya, où notre cher Ace Ventura va rater le sauvetage d'un raton laveur façon cliffhanger et va se réfugier ensuite pour méditer sur cette perte dans une sorte de monastère façon Rambo 3. Bon, vous l'avez compris, il va y avoir des références. Ici j'en ai cité 2, il y en aura d'autres, je ne vais pas forcément faire toute la liste. On peut penser à Scarface à un moment, une scène avec un putois. Mais ça marche mieux en VO qu'en VF, hein, la référence, ici. Bon, c'est un film que j'ai souvent vu en VF, que j'ai aussi vu en VO, mais bon, la VF, ça c'est pour le coup mon adolescence, Emmanuel Curtil en Jim Carrey, hein, quand je regardais les films sur Canal+, parce que oui, celui-ci je l'ai découvert sur Canal+. Bon bref, Ace Ventura, dépité et tout, va quand même être rappelé en mission. Et on va dire que les moines tibétains avec qui il est ne sont pas mécontents de le voir partir, appelé par une sorte de consul dans un pays africain imaginaire, et il a envoyé quelqu'un qui s'appelle Fulton Greenwald pour donc venir le débaucher et essayer de retrouver un animal sacré, une grande chauve-souris blanche, la déesse Shikaka, afin de pacifier une potentielle guerre sur place entre deux tribus, les gentils pacifistes Wachiti et les plus méchants belliqueux Wachutu, enfin du moins c'est comme ça qu'on les présente. Et donc le consul donne des ordres peut-être à Ace Ventura qui va faire sa petite enquête avec son flair habituel, sa maladresse aussi, de toute façon, hein, c'est un peu des deux. Et il va découvrir du pays, c'est le cas de le dire. Alors, autant le premier volet a eu, donc, on va dire, un nouveau retentissement populaire ces derniers mois, ces dernières années, plutôt ces dernières années, pas pour des bonnes raisons. Rappelez-vous, il avait été accusé d'homophobie et surtout de transphobie, j'en ai parlé hein, dans ma vidéo de l'époque, enfin de l'époque, il y a quelques mois, quand je l'ai revu. Pourtant, celui-ci, on n'en parle pas trop. Disons qu'il a d'autres soucis. Mais alors, fait très étrange, c'est pour ça que je parlais de schizophrénie au début de la vidéo, c'est que plus jeune, je l'ai découvert avant Ace Ventura, au détective Chericha, le premier, quoi. Et après avoir vu le premier par la suite, j'ai toujours préféré celui-ci, là, le second. Et c'est un de mes films défouloirs cultes de l'adolescence. Parce que Jim Carrey, j'ai beaucoup aimé cet acteur, très jeune, et je l'aime toujours pour ces raisons-là. The Mask, évidemment. Bien sûr, on peut citer Truman Show dans un autre style. Bon, il y a Menteur aussi, dans un côté très très extravagant. Bon, là, il est absolument au diapason d'un film qui est en roue libre, de toute façon, quasiment de A à Z. Et évidemment, quand on le revoit en ayant quand même conscience de pas mal de choses, on le sait qu'il y a des soucis. Bon, je le savais avant même de le revoir, parce que quand je l'ai revu la fois d'avant, j'étais déjà un petit peu plus au courant de certaines choses. Quand tu découvres ça adolescent, tu ne te poses pas toutes les questions. T'as pas forcément la bonne éducation non plus autour, et tu vois pas quand même que ce film est clairement post-colonial, voire raciste, sur pas mal de points. Ça, je préfère le dire d'emblée.
Par contre, évidemment, sur l'humour, souvent, quand tu ne veux pas grincer des dents et quand tu te rends pas compte de certaines choses, ça ne peut pas ne pas marcher sur toi quand tu as un certain âge. Et par nostalgie, par souvenir, par instinct mémoriel, il y a des trucs où tu vas toujours rigoler malgré toi. Et oui, c'est comme ça, hein, quand on grandit dans un contexte, on va dire, assez privilégié, où on n'a pas un engagement, où on ne se rend pas donc totalement compte de certaines souffrances préalables. Quand on a, plus jeune, lu Tintin au Congo, par exemple, sans forcément se rendre compte aussi de certaines choses. Petit parallèle, Tintin au Congo et les aventures en Afrique, même si c'est pas pareil, il y a quand même des idées croisées. Et le problème, c'est que ça a été fait en 95, quoi. Bon, oui, c'est sûr. Ouais, c'est quelque chose qui est intense et qui a des gags intemporels. Bon, vous vous rappelez bien sûr de celui du rhinocéros, qui est exceptionnel. Jim Carrey qui sort de là en mode accouchement, c'est absolument à la fois immonde et hilarant. Et à plein d'autres trucs, voilà. Hein, Ace Ventura et ses facéties, donc Jim Carrey au sens large, qui a aussi des mimiques qu'il a utilisées dans notre film. Enfin, il ressortait The Mask et il y a des gestuels de toute façon qui sont parallèles. Mais bon, il y a un gros problème de représentation. Bon, le film a été tourné aux États-Unis, ça c'est un fait, c'est pas en soi. Bon. Mais déjà, d'emblée, il y a un contexte qui est complètement suranné, même pour les années 90. Bon, pays africain imaginaire, pourquoi pas. Mais surtout, tu as l'impression que là, en étant créé vraiment dans les années 90 en soi, enfin, c'est pas quelque chose qui se passe dans les années 50-60, mais tu as encore l'impression que c'est un pays colonisé, pardon, enfin, sous influence coloniale, je mélange des termes, avec ce consul-là, et surtout, alors, le gentil associé d'Ace Ventura, le débonnaire Fulton, joué par Ian McNeice, avec son habit colonial, de A à Z. Bon, ok, bon, c'est une chose, là on peut pas le nier. Et bon, c'est des représentations, vous voyez, d'archétypes qui datent de films d'avant, hein, bien sûr, qui ont eu cette popularité, mais bon, en 1995, ça fait un peu tâche. Et cette idée du consul qui appelle les Ventura pour faire cette enquête-là, t'as l'impression qu'il y a une sorte d'ingérence de ce gars, ou alors c'est toujours sous protectorat britannique, je ne sais pas, c'est complètement incertain là-dessus. Mais le malaise est là. Bon après, attention, ce consul est montré comme quelqu'un de détestable, hein, qui a des trophées d'animaux safari chez lui, qui est condescendant et tout, donc en soi, hein, qui est un riche bourgeois, qui invite des gens assez particulièrement friqués chez lui, dont une dame avec son renard et son compagnon qui est le colonel Moutard de l'Anquedo, ou en version originale, monsieur du Monopoly. Et vous savez quoi? C'est l'effet Mandela. Vous vous rappelez l'effet Mandela, peut-être, autour de Mandela, de Monopoly, du Monopoly, de Monsieur Monopoly, et ben là il a un monocle, alors que justement le Monsieur Monopoly n'en a pas. Est-ce que c'est pas un peu à cause de ce film que les gens ont eu un effet Mandela, ou est-ce que les écrivains, le scénariste du film, hein, du coup le réalisateur aussi, n'avaient pas déjà cet effet Mandela? Je vous pose la question comme ça, j'ai beaucoup ri sur ce moment-là, parce que, ah ouais, ok. Bon, il y a plein de choses voilà, dans les gags visuels parlés, à un moment il va même marcher à l'envers pour refaire la scène en rembobinant le truc, il y a du Jim Carrey au top, et le film il le porte, quoi. Quand il intervient pour la première fois dans ce village africain, alors il y a des gros problèmes, hein. Il y a des gros problèmes, des très très gros problèmes, mais on ne peut pas ne pas rire aussi sur certaines choses. Bon, il y a cette histoire du crachat, là, comme quoi c'est une marque de respect. Sympa quand même, hein. Un peuple africain qui est montré comme vivant dans des temps immémoriaux, mais qui quand même ont une culture anglophone pour deux d'entre eux, dont la princesse qu'on doit épouser au prince de la tribu en face. La pauvre princesse qui doit s'offrir à ce gars qu'elle n'a jamais vu. Oh là là, l'écriture elle est bien rétrograde. Bon, mais c'est surtout un point de vue comme quoi ces gens-là vivraient dans un autre monde, hein, qui n'aurait pas évolué. Le film lui aussi est schizophrène de toute façon, parce que quand on arrive en Afrique, on voit Ace conduire comme ça, mais non, c'est sur une route bitumée, et même qu'il y a une pub pour un Subway. Il y a un truc qui va pas. Le film n'a... Là-dessus, c'est là que je parlais de roue libre. Le roue libre, bon, c'est de la comédie facétie absolue, donc faut pas trop chercher à comprendre peut-être. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut essayer de comprendre si on ne doit pas chercher à comprendre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tant et si bien que, oui, c'est sûr que je le préfère toujours au premier film, celui-ci. Bien sûr, pour plein de raisons, en fait. Parce que de toute façon, le premier a autant de problèmes autres, en fait, que là, si on veut vraiment couper les choux en quatre, il y a ces problèmes que j'ai déjà mentionnés donc, dans ma vidéo d'il y a quelques temps. Mais là, c'est vrai que ça va un peu loin,
Et beaucoup de stéréotypes y passent de toute façon. Alors il y a le personnage de Bob Gunton, avec son corbeau. Méchant ou pas méchant, je vous laisse seul juge. Mais quand même, il exploite des animaux, même s'il a l'air gentil avec eux. C'est pas l'idée, quoi, vous voyez. Donc, même sur ce point-là, c'est un film qui est censé être assez animaliste, positif là-dessus, mais on excuse très facilement, peut-être, certains agissements. Quand bien même, dans l'enquête, on a d'autres chats à fouetter, sans faire de mauvais jeu de mots, il faut retrouver cette chauve-souris. Bon, ce qui est amusant, par contre, c'est que Ace Ventura ait peur de cet animal, alors qu'il est censé être le fan et ami de tous les animaux. Mais non, non, pas la chauve-souris, c'est un peu le problème. Bon, il y a quand même toute cette histoire, oui, de... C'est quand même critiqué, hein, l'interventionnisme britannique sur place. Sous-entendu dans le fait antagonisme de l'intrigue, exploitation de guano, quitte à créer des gros problèmes et des gros conflits locaux. On est dans une forme de colonialisme là, en post-colonialisme, oui, mais le film en fait quand même une opposition. Donc c'est dénoncé. Mais il y a quand même tout ce bazar, tout ce bordel dans les représentations où on joue sur des stéréotypes pour en rire. Hein, c'est comme quand il va dans ce village soi-disant belliqueux, la représentation est un petit peu limitée de cette autre, on va dire, peuplade des Wachutu, des Wachiti, je ne sais plus lesquels sont lesquels. Vous voyez, c'est moi aussi, finalement, le film m'a tellement perdu que je ne fais pas trop de distinction et c'est un problème. Non, mais voilà. Restons zen, comme il le dit en version française. Ce film a quand même un côté survitaminé et aussi qui a posé quelques problèmes autres à l'époque. Quelques scènes qui ont été coupées selon certains pays, parce que peut-être un peu trop irrévérencieuses, y compris sur une scène masturbatoire à un moment, qui, quand j'ai découvert ça adolescent, m'avait surprise. C'est quand même, c'est frontal. Enfin, oui, c'est frontal, il y a une scène assez frontale. Nous, on n'a pas eu droit à la censure en France. Et puis bon, très vite, cette romance ou pas, là, avec la princesse, un peu forcée, qui va avoir peut-être des conséquences finales. Ou peut-être ça va mener une forme d'unité quand même. Peut-être que le message final, c'est que le gentil sauveur blanc qu'est Ace Ventura, non, on n'a pas fait que des bonnes choses sur place, et va se transformer plus ou moins en ce diable blanc qu'il était ainsi nommé par une des tribus, sur la toute finalité par rapport à quelque chose, voilà, que je reste en suspens si jamais vous ne l'avez pas vu, on va pas faire une zone spoiler quand même, pour un film comme ça. Ce qui est certain, c'est que oui, moi je trouve que, peut-être que dans l'écriture il est moins bon que le premier, je ne sais pas, non, faut dire qu'il assume plus le côté délire, mais alors à 100%. Peut-être donc avec d'autres problématiques, ça je l'ai dit et redit, je vais pas me répéter. Mais du coup, dans l'idée d'Ace Ventura, je trouve que ce film il est mieux, parce que il est tellement nawak sur pas mal de choses, que vu le protagoniste qui nous est présenté là, ça colle d'autant plus. Voilà. Puis il y a des trucs qui sont complètement, mais alors, oui, même c'est... L'écriture, elle est là-dessus, on peut le dire. On peut le dire. Il n'y a aucune cohérence sur pas mal de choses. Quand il débarque, là, voilà, il a rien, mais à un moment, il va donc avoir ce rhinocéros mécanique, et même un monster truck qui pour une des scènes finales. Là, quand il fait ses créneaux en tonneau, bon, ben oui, il faut lâcher la bride. C'est peut-être le message du film. Tellement lâcher la bride que sur le côté géopolitico, représentation, etc., on ne se pose même pas de questions, hein. Bon, oui, c'est une comédie complètement, on va dire, qui n'a aucune limite. Et c'est peut-être aussi cela qu'on aime avec Ace Ventura et ce film-là. Bon, petit côté schizo quand même, hein, quand on le revoit aujourd'hui. Mais je vais pas cacher le fait que j'ai passé un bon moment malgré tout. Malgré certains moments où j'étais là en mode... Aïe, aïe, aïe. Bref. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Hein. C'est une vidéo beaucoup moins analyse et sérieuse que ce que je peux faire d'habitude. Vous l'avez compris. C'est un petit peu de la détente, là, parler d'un tel film en même temps. Qu'est-ce que vous voulez que j'analyse, à part, du coup, les soucis que l'on peut relever. Alors, je n'ai même pas parlé de la mise en scène. Et pourtant, il y a des petites scènes de transition, par moments, qui ne sont pas si mal faites que cela. Quand bien même, le monsieur derrière la caméra a plus été connu pour, donc, ce qu'il écrira, surtout, par la suite. Allez, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à donner tous vos souvenirs envers ce film. Même si vous l'avez détesté, que vous ayez repéré ces problèmes-là d'ailleurs dès le début, ce serait intéressant, ou que vous l'ayez découvert que très récemment, et là, à mon avis, ça a dû piquer un petit peu. Tandis qu'on attend peut-être un troisième volet, qui, à mon avis, ne verra jamais le jour. Jim Carrey n'avait pas fermé une porte, mais que voulez-vous faire avec Ace Ventura aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez faire
de ce personnage, vu les deux premiers films qui ont quand même quelques problèmes de polémique potentiels. Je ne sais pas. Mais avant de vous quitter, je dédicace cette vidéo à un autre Ace qui, au moment où je tourne, vient de nous quitter. C'est Ace Frehley, le guitariste, un des guitaristes fondateurs de Kiss. Voilà, rien à voir, j'avais pas prévu. Malheureusement, je savais que j'allais revoir ce film et j'ai appris en parallèle, donc la veille, au moment où je l'ai revu, le décès de ce guitariste musicien que j'aimais beaucoup. C'est comme ça, c'est un hasard un peu morbide, je l'avoue. Allez, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.